ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo di waa FDS maanaam force démocratique du Sénégal ñoo amaluk waxtaan fële nga xamante ni moom moo di université Cheikh Anta Diop bu Dakar li nga xamante ni nag moom lañ fay waxtaanee tey mu di Guelwaar histoire et actualité lan mooy Guelwaar ak ñoom lan mooy seeni activité tey jii nag loolu la ñuy waxtaanee fii nga xamante ni moom moo di UCAD ñu daal di leen bàyyi rek léegi ci kanam tuuti rek ñoom ñu ñëw daal di indi li nga xamante ni moom la ñu fi woowee incha allah. Général du SAES Seydi Ababacar Ndiaye et tous les autres collègues ici présents, remercier ce chaleureux public aussi qui a fait le déplacement. Et voilà, le professeur Idrissa Ba, chef département d'histoire, qui est membre du comité scientifique, qui a beaucoup apporté pour la réussite de nos travaux. Monsieur le chef département, merci infiniment dans la discrétion et vous m'avez beaucoup aidé à préparer donc le panel de cet après-midi. Je remercie mon patron, le chef département de philosophie, le professeur Malik Diagne. Voilà, je remercie tous les étudiants qui ont fait le déplacement. Merci. Je vais passer la parole au professeur Mamoudou Fall qui va diriger les travaux. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de le dire. Ma sœur, j'aurais dû commencer par elle, honneur aux dames. Madame Rokhaya Fall, c'est ma sœur, c'est mon amie, c'est ma collègue, brillante historienne. Si vous voulez en avoir le cœur net, lisez l'extraordinaire travail qu'elle a fourni sur l'histoire du Saloum, du Cayor et du Baol. C'est une autorité quand il s'agit de parler de l'histoire du Sénégal. Et vraiment, je pense que les panélistes ont été bien inspirés de l'inviter pour parler d'une question qu'elle connaît bien. Pape Massensen, je n'ai pas eu le bonheur de le connaître personnellement, mais nous avons un ami commun, Mamadou Mané, qui m'a beaucoup parlé de vous et qui m'a dit que de bonnes choses sur la qualité de vos travaux et la qualité de vos postures par rapport à l'histoire du Sénégal. Babacar Mbaye Diop, c'est un bon ami, c'est un collègue. Et vraiment, il fait un extraordinaire travail à la tête de l'ISAC. Et je me plais de saluer ici ce travail et lui renouvelle mon amitié et mon affection. Fatou Ndiaye, je le connais bien à travers ses écrits et ses textes sur l'histoire du Saloum. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui je voue un grand respect pour l'apport décisif que ses travaux sur l'histoire du Saloum et du Sindé, disons, ont dans l'histoire du Sénégal. Donc, je pense que les personnes les mieux indiquées pour diriger cette discussion, pour l'essentiel, elles sont là, pardon. Je pense que chacun d'entre eux, ici présents, peut à lui tout seul introduire ce débat et en donner les tenants et les aboutissants, et en donner la quintessence. Parce que c'est un débat sérieux, et vous allez très rapidement vous en rendre compte. C'est un débat très sérieux qui est au cœur de notre histoire politique, mais qui est aussi au cœur de notre histoire tout court. Il y a beaucoup de questions non résolues, il y a beaucoup de nœuds autour de ce président Senghor dans la préface qu'il a faite à l'ouvrage magnifique du révérend Père Gravron. Il dit que l'histoire des royaumes sérères pendant les 14e et 15e siècles intéressera tous les Sénégalais parce qu'elle est exemplaire en ce sens qu'elle est un modèle d'intégration politique, économique et culturelle réussi. Il dit que le métissage sérère est la préfiguration du métissage général du peuple sénégalais. J'aurais pu m'en arrêter là pour donner plus d'autorité à mon souci de sortir le concept d'ethnie de notre imagerie nationale et de notre espace épistémologique. Je pense qu'il y a des personnes,
Il y a une personne en tout cas, après Rokhaya et Bouba, qui avait sa place ici, l'éminent professeur Mamadou Mané, qui n'est pas disponible, mais qui vraiment, c'est la personne autorisée pour parler de l'histoire du Gabon parmi nous, parce qu'il a fait une extraordinaire thèse sur ça. Mais j'ai pris la précaution de lui demander son point de vue. Et il me l'a donné. Et voilà ce qu'il dit par rapport à la problématique qui nous unit. Le mot Gelewar, venant de Kelewaro, signifie guerrier en mandin. Et ce serait altéré en Gelewar dans la langue sérère. Donc Gelewar est un mot sérère, tiré de la langue mandingue du Gabon. Au sens historique strict, le terme renvoie à l'aristocratie régnante sérère au royaume du Sine d'abord, ensuite au Saloum, où seuls les Gelewar, parce que descendants de Mansewali Mané, alias Maïsewali John, le fondateur mandingue du Sine, qui jusqu'à sa mort parlait le mandingue. Au sens large, le terme Gelewar symbolise la bravoure militaire, le patriotisme qui sied à tout prince aspirant au trône. Pris dans ce sens, le terme incarne des valeurs et transcende l'appartenance à une ethnie, puisqu'il a été porté au Sine et surtout au Saloum par des princes Wolof, Serer, Manding et autres. Je crois que le point de vue de Mamadou Mané, que je reprends textuellement, donne certainement une assise et une légitimité à la préoccupation de nos amis organisés sous la direction du professeur Babacar Diop. Il est fondé à donner au concept de Gelewar un sens beaucoup plus rassembleur, un contenu beaucoup plus patriotique, un contenu suffisamment mobilisateur pour fédérer et asseoir une légitimité politique. Sous ce rapport, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, mais il est clair que je n'ai pas ici vocation de trancher le débat. Parce que des voix beaucoup plus autorisées que la mienne vont le faire tout à l'heure. Mais avant de leur donner la parole, je suis tenté de titiller un peu mon ami. Moi, je ne conteste pas votre choix, votre démarche, votre légitimité à utiliser cette catégorie et à l'accoler à l'appellation d'un parti politique. Parce que c'est vrai, si on interroge l'espace politique du Sénégal, si on voit à quel point la dignité est bafouée, si on voit à quel point le sens éthique est bafoué, si on voit à quel point on fait peu de cas du désir d'équité, du besoin d'égalité, du besoin surtout de dignité pour la majorité des Sénégalais. Si on voit tout cela, on est fondé à lui donner raison sur toute la ligne. Mais il y a un point sur lequel je suis tenté de le titiller et sur lequel je suis persuadé qu'on a partagé des humanités communes. Parce que bon, nous sommes d'une génération, je suis plus âgé que lui, c'est vrai. Mais certainement, la majorité d'entre nous ici ont une culture qui se mobilise, qui s'est mobilisée pendant des années au service des communs. Nous avons tous ici, quelque part, une culture révolutionnaire, même si on n'en a pas conscience. Parce que c'est notre héritage, c'est l'héritage de notre génération. On est né dans ça. On a grandi dans ça. On a milité pour ça. Pour l'invitation, pour la confiance et le respect
qu'il nous montre. C'est vrai, Babacar, je l'ai connu quand j'étais médiateur des partis des étudiants, très informé, très correct. Et quand on est dans le champ de l'éducation, il faut toujours s'attendre à ce que vos étudiants deviennent un jour vos collègues. Ça nous est arrivé nous tous. Ça signifie qu'il faut tout simplement être rigoureux et avancer. Merci aussi pour la pertinence du thème choisi. Maudou a dit l'essentiel. Je salue tous les participants. En wolof on dit Koulim Am Nyo Faté. Alors donc j'insisterai sur la pertinence car ce sujet est à la fois académique, culturel, politique, socio-économique. Parce que c'est un débat sur les nations, un débat sur le panafricanisme, sur la solidarité, etc. etc. C'est un plaisir de retrouver des collègues, des camarades. Cet espace, comme Maudou l'a dit, soulève des souvenirs très féconds et je crois qu'il doit continuer à le faire. On a besoin d'espace de liberté de discussion. Je suis heureux que dans cette université aujourd'hui, on n'ait pas interdit ce type de manifestation. C'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'était triste. Il y a pas mal de mots qui ont été inventés pour rendre compte d'une certaine chose. Alors, il faut faire attention, il faut éviter la chosification, l'essentialisme. Ce sont des opportunismes politiques qui parlent de l'autre. Et faites attention, quand vous allez en France, en Europe, des fois on parle du seuil de tolérance. Ce qui a nuit au parti de gauche en France, à un moment, c'était de suivre la droite sur ce thème, en disant que oui, des fois il y a eu trop de gens, il y a un seuil de tolérance. Attention, si vous commencez ce genre de débat, au Sénégal, j'entends souvent des gens dire, oui, oui, maintenant, il y a des gens de telle ethnie. Faisons attention, ces angles d'attaque, ce qu'il faut retenir, à mon avis, pour parler des identités, il faut tenir compte des langues, la géographie et l'histoire. Ce sont ces trois éléments qui permettent d'accepter aussi qu'il y ait des identités. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas d'identité, mais c'est les langues, la géographie et l'histoire. Je me rappelle en 88 avoir dit dans une rencontre sur le panafricanisme que le Mauritanien, le Sénégalais du Nord est plus proche du Mauritanien que du Gabonais. Il y a des amis africains qui étaient fâchés. J'ai dit mais le Sénégalais du Sud, de la Casamance, il est plus proche des gens de Guinée-Bissau ou de la Gambie que d'autres Africains noirs. Ça, c'est une question de bon sens, donc en tenant compte de ces trois éléments. Cet angle d'attaque permet de tenir compte de ce que Senghor a écrit, Cheikh Anta, Jacques Attali, Huntington, et de voir les limites et d'agir avec lucidité en mettant l'accent sur les intérêts supérieurs des populations, la solidarité locale, nationale et régionale. Je conclue en disant que nous devons être tous des Guelewar. Maudou, moi, ça ne me gêne pas. Semben a beaucoup aimé le mot Guelewar. On peut être nous tous des Gambas. On peut être des militants des causes justes. L'essentiel, c'est de rester lucide, unis, de rester sédentaire et nomade. Ce qui fait, et c'est là mon dernier mot, la différence des civilisations. Nous sommes tous des êtres humains. Un poète latin disait que Homo sum nihil humanum ame alienum. Je suis un être humain et tout ce qui est humain m'intéresse. Ce qui fait la différence des civilisations, c'est l'intensité avec laquelle telle civilisation fait ceci ou fait cela. Mais sinon, on est tous pareils, que ce soit Sérère. Et je termine en disant que quand j'étais dans l'immigration en France, un jour j'ai choqué un ami dans un foyer de travail immigré. Il m'a parlé foulard, je lui ai dit ah, man wolof la dégg. Il m'a traité de tous les noms. Il a fallu que j'ai un ami. Je dis que je suis de la région du fleuve. Peut-être qu'il y a des traits de nilotique, de alpulaar ou de soninké, mais je dis mais moi, la langue que je parle, c'est le wolof. Donc, évitons de chosifier les choses
tenons compte de ces dynamiques et je crois que le débat d'aujourd'hui a ceci d'intéressant, ça nous permet de nous redécouvrir et de démystifier un certain nombre de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup Mamadou. Je ne dis rien parce qu'on parle des Guelwaars. Oh, Pape Massène, tu sais la place qu'occupe la femme Guelwaar dans le système. La femme Guelwaar, Sira Badiar Mané, que tu connais, Pape Massène, que tu as eu à rencontrer. Sira Badiar Mané, aux sources du pouvoir politique au niveau du Sénégal, il y a Sira Badiar. Sira Badiar Mané, c'est une fertou mat. Mat Goularov. Voilà. Donc, aux origines du pouvoir, dit-on, fuit la femme. Or, c'est une Guelwaar. Et on parle de Guelwaar. Parce que ça, c'est une des valeurs qui nous parle de Guelwaar. Je voudrais d'abord remercier Babacar. Babacar, que, avant d'aller à la retraite, je rencontrais très souvent à la fête de lettres. Et qui vraiment est un garçon qui paraît très sérieux, très respectueux en quelque sorte, et qui semble très rigoureux aussi, et qui, je pense que quand il croit à quelque chose, il va jusqu'au bout. Et ça, c'est une qualité. C'est une qualité de Guelwaar. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier les collègues avec qui je partage ce plateau, les éminents collègues, et qui m'ont mâché le travail, en quelque sorte. Surtout Pape Massène. Pape Massène qui est venu piocher dans notre champ d'historien et qui, en fait, nous a parlé de cette saga des Guelwaars. Moi-même, je me proposais de dire que je ne vais pas retracer, reprendre ou raconter la saga des Guelwaars. Je ne vais toujours pas le faire. Massène en a touché un mot, mais c'est Guelwaars parti depuis... Enfin, il y a une fausse élégance là. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais avant toute chose remercier notre collègue, le professeur Babacar Diop, que je ne connaissais pas. On vient de se voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je dis, je ne fais que le voir à la télé. C'est l'autre Babacar Diop, le directeur de l'Institut supérieur des arts et cultures, où j'enseigne, qui m'a mis dans le bain. Première précision. Et nous avons eu un entretien qui m'a intéressé. Et en ce sens, je rejoins ce que disaient le professeur Fall, Mamadou et le professeur Bouba Diop. L'objet même de notre rencontre, mérite cette présence, effectivement. Permettez-moi avant toute chose, parce que j'ai à la fois cet ancrage universitaire, mais aussi un long ancrage administratif, ayant occupé dans l'administration sénégalaise des fonctions de secrétaire général de ministère et 2 conseillers de 2 premiers ministres, dont mon ancien patron, à qui me lie d'autres relations, le premier ministre Abdoul Mbaye. J'avais l'habitude de taquiner les amis en disant c'est très bizarre, voici quelqu'un qui n'est pas de l'administration au sens classique du terme nous quand nous parlons de la fonction publique, avec qui j'ai eu un immense plaisir à travailler et en qui j'ai découvert une méthode de travail, une rigueur et une exigence qui devrait être imposée dans les éléments déontologiques dans l'administration sénégalaise. Il a fait un excellent travail. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et je le dis d'autant plus librement que c'est lui qui est venu me trouver dans la fonction publique. Ce n'est pas lui qui m'a donné quelque chose dans la fonction publique. Il a fait un excellent travail. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je tiens à préciser tous ces petits éléments pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsque Babacar m'a appelé pour me demander d'intervenir dans ce débat, à un moment donné, je lui ai posé une petite question, réflexe administratif, pas nécessairement universitaire. Est-ce que tu pourrais, chers collègues, m'envoyer la notification du refus du ministère de l'Intérieur pour que je sache exactement ce qu'on te reproche? Il me dit, je n'ai pas de notification.
Ah, l'administration est écrite. À partir du moment où il n'y a pas de notification, X m'a dit, Y m'a convoqué, ce sera facile demain de faire une quelconque prière pour dire ça ne m'engage pas. Et effectivement, les paroles n'engagent pas l'administration. Mais, je répète, l'enjeu de ce débat est suffisamment important. Donc, je veux que l'on sache de quel lieu je parle. Je n'ai pas à répondre à un document qui n'existe pas, à une prise de position qui n'existe pas. Je ne réponds pas à un premier ministre, à un ministre, etc. Par contre, qu'est-ce qu'un Guelwaar? Cela m'intéresse. Et cela m'intéresse d'autant plus que l'ensemble des membres, collègues qui sont là, sont ce que l'on appelle des gens de bonne compagnie, qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent apporter énormément de choses à la population sénégalaise, pas seulement au parti de Babacar. Monsieur le professeur Malick Fall a rappelé un certain nombre de choses. Permettez-moi, et j'ai été très heureux de voir qu'il parlait de la Constitution. Mes étudiants ont l'habitude de me dire qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui passe sa vie à travailler sur la Constitution au tel point que c'est déchiré de tous les côtés. Parce que les Sénégalais aiment beaucoup parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est dangereux. Il faut être rigoureux dans la vie. Donc, dans cette Constitution, il a rappelé des choses fondamentales par rapport à notre débat. J'y ajouterai peut-être deux choses et je vais m'expliquer tout à l'heure. À l'article 3, il est précisé que les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la... Que le référentiel mandingue, déjà à travers la charte de Kouroukan Fouga, mentionné au XIIIe siècle sous Soundiata Keïta, 16 porteurs de carquois, c'est-à-dire des clans de guerriers, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse ici, 4 clans princiers, donc 4 clans, 4 familles, d'où pouvaient être issus ceux qui dirigeaient le pays. C'est particulièrement important. Ce n'était pas une seule famille. Et il se trouve donc que les Guelwaars sont une famille parmi tant d'autres qui dirigeaient chez les Mandingues. Et la recomposition idéologique dont je parle avec l'aristocratie sérère a fait que les Mandingues, devenus Guelwaars dans le Sine, ont été les attributaires de la royauté. Pourquoi? C'est là aussi où c'est intéressant. Il n'y a pas eu de conquête. Ce n'est pas par la force. Maïssa Wali a trouvé un système où il n'y avait pas de pouvoir central. Les Lamans étaient chacun chef dans sa contrée, son titre foncier, et quand il y avait un conflit, forcément, c'était des négociations entre Lamans. Mais il n'y avait pas de pouvoir vertical. Et il se trouve que quand Maïssa Wali est arrivé, il a trouvé un litige que personne n'avait su régler parce que les Lamans étaient par la force des choses d'un camp ou de l'autre. Et en tant qu'arbitre, neutre, objectif, il a fini par trouver une solution et donc tout le monde s'est rangé. C'est un élément important en termes de valeur. La notion de royauté ici ne reposait pas sur la force, l'exercice du pouvoir ne reposait pas sur la force, mais sur le sentiment de justice, de droit et d'équité par rapport aux composantes de la société. C'est d'autant plus important que lorsque Maïssa Wali a accédé au pouvoir, il a fallu immédiatement procéder à une distribution des rôles et du pouvoir. Les Lamans authentiques, qui étaient donc les chefs dans l'ancien système, se sont retrouvés avec la fonction capitale de Djaraf du Sine, dont vous entendez parler jusque chez les Lébou ici, Djaraf. Le Djaraf était, à travers le Conseil des sages du Sine, le grand Djaraf, coordonnateur de l'aristocratie locale, était celui qui était chargé avec le Conseil des sages de nommer le roi
Écoutez bien ce que je dis, il n'y a pas non plus entrée par force et effraction. Les prétendants devaient postuler, présenter leur candidature au Conseil des sages. Et c'est le Conseil des sages qui décidait qui serait roi parmi ces prétendants. C'est le principe des grands électeurs qu'on retrouve un peu dans certains pays. Il n'y a rien de nouveau, ces gens ne nous apprennent rien, mais nous ne connaissons pas notre histoire. C'est aussi simple que ça. Mieux, nous avons des reculés démocratiques. Babacar, ce n'est pas par rapport à Macky Sall, ce n'est pas lui qui fait regresser, c'est le système lui-même qui nous a fait regresser. Le Conseil des sages, parlant au nom du peuple, avait le pouvoir, à travers le grand Jaraaf, de destituer le roi quand il n'était pas conforme à la volonté populaire et qu'il ne respectait pas les dispositions principielles de la Constitution. Il n'y a pas de principe de destitution affirmé aujourd'hui. Par contre, le roi ne pouvait pas destituer un Jaraaf. Impossible. C'est interdit par notre Constitution chez les Sérères. Voilà comment ça fonctionnait ce système gallois. Il ne pouvait que nommer un Jaraaf lorsque le précédent était décédé. Mais il ne pouvait pas le destituer. Et c'est pourquoi le Jaraaf, lorsqu'il installait le roi, disait « Je vous confie les terres et les eaux du Sine ». Les moins économiques, monsieur le Premier ministre. Mais le peuple, c'est nous. Et aussi longtemps que le peuple décidera d'aller dans tel sens, si vous n'y allez pas, nous vous destituons. Voilà donc, en gros, ce que l'on pouvait résumer sur la partie historique. Et j'arrive, puisque je suis sémiologue, je laisse les historiens aller dans cette version-là. Je vais rapidement maintenant arriver dans l'analyse des sens et des contenus. Soit combien de minutes? 5 minutes, merci beaucoup, professeur. De quoi parlons-nous? Pas de coup de force, équité, justice, respect de la population. Mais là où ceux qui vous contestent le droit de dire Guelwaar peuvent avoir raison, c'est que Guelwaar, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une abstraction. Guelwaar, c'est une personne physique, pas une personne morale, de lignée maternelle Guelwaar, d'où l'importance des femmes dans l'ancien système. Lignée maternelle. Donc les Guelwaar existent bel et bien en tant que catégorie sociale, appelés à jouer un certain rôle par rapport au statut que la société leur réserve, mais c'est une partie des individus de la société. Ça, il faut qu'on le sache. Ce n'est pas une abstraction. De la même manière, il est important de savoir les maternelles qui définissent l'identité de l'individu. Retiennent Guelwaar au même titre que les autres lignées maternelles. Vous avez les Ouagadou dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez les Sos. Ouagadou renvoie à l'Empire du Ghana. Sos, ça renvoie à l'Empire du Mali, les Sossés. Donc nous acceptons ce métissage-là et de puiser dans la culture profonde de l'ensemble de la sous-région pour définir des identités toujours en construction. J'insiste sur toujours en construction, rien n'est fermé. Il y a même le terme cynique qui renvoie au Sine, qui fait partie des lignées maternelles et pourtant ce n'est pas eux qui représentent tous les Sines. Donc, au Guelwaar, au singulier, c'est celui qui appartient à la lignée maternelle des Guelwaar. C'est le pluriel qui est Guelwaar en sérère. Au Guelwaar singulier signifie aussi celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur les fautifs. Ah oui. War, comme les Poulars le disent, les Sérères le disent, War en sérère c'est tuer. Au Guelwaar, celui qui a ce pouvoir de vie et de mort quand on est fautif. C'est ça d'abord la signification symbolique de Guelwaar. D'accord? Et c'est peut-être là aussi où les interprétations du professeur Fall et du professeur Bouba Diop méritent de retenir un peu votre attention. C'est lui qui a ce pouvoir de vie et de mort. Je passe sur le reste, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je veux retenir ici, c'est qu'au-delà maintenant des individus, c'est un fait. Il y a ce que l'on pourrait appeler une éthique guelwaar, c'est-à-dire qu'attend-on de ceux qui sont censés diriger la société. C'est là où c'est intéressant et c'est peut-être là où vous avez raison.
signifie travailler. Travailler. Mais signifie aussi, Rokhaya, rire. Le travail se fait dans le bonheur et la joie parce que c'est le travail qui procure le bonheur, parce que c'est le travail qui libère. C'est le même verbe djal qui signifie travailler et qui signifie rire, être dans le bonheur. C'est quand on passe au substantif que la nuance intervient pour qu'on puisse distinguer les deux. Tu as tchal et tchalel. Tchal, le rire, tchalel, le travail. J'ai reçu tellement de messages sur mon WhatsApp parce que je suis dans des tas de groupes de sérères. Il y avait des cris d'indignation simplement parce que Sonko avait dit c'est un concept comme la dignité, etc. J'ai dit non, il est allé trop vite simplement. Mais les gens ont dit pourquoi on veut nous nier cet élément identitaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce débat-là où les gens veulent confisquer quelque chose qui ne leur appartient pas? Mais par contre, les valeurs véhiculées par les Guelwaars sont des valeurs du patrimoine national. Et c'est peut-être à cette réflexion que je vous inviterai. Merci beaucoup.